Joseph Stilwell passa beaucoup d'années au service de son pays et était déjà un homme âgé quand il fut appelé à faire des grandes choses. Son challenge fut à la fois physique et intellectuel, mais il persévéra là où d'autres hommes plus jeunes et plus forts auraient abandonné. Il fut un commandant pittoresque et inspiré, et un grand homme d'État militaire. Sa mission première fut de préserver une alliance efficace avec les Chinois lors des combats de la Deuxième Guerre mondiale. Il accomplit sa mission avec honneur et distinction. Joseph Stilwell est né en mars 1883 en Floride, mais il passa la majeure partie de sa jeunesse à Yonkers, dans l'État de New York. Sa passion pour le sport fut évidente dès son enfance. Comme la plupart des jeunes gens, Stilwell avait aussi un côté espiègle qui lui posa parfois des problèmes. Sa famille pensait qu'un environnement où régnait la discipline serait bénéfique. Alors, en 1900, Joseph Stilwell entra à l'Académie militaire de West Point. Cette décision finit par être bénéfique pour la nation. Des jeunes hommes avec des qualités de courage et le sens du commandement seraient nécessaires à la nation pendant les années de crise. On remarque les signes de ces qualités dans un ancien livre de classe de l'Académie. Le jeune quarterback Stilwell mena ses coéquipiers à la victoire. Ces mêmes hommes qui, plus tard, serviront sous son commandement sur des terrains bien plus importants que les terrains d'entraînement de West Point. La remise de diplôme ne fut pas la fin de l'alliance de Stilwell avec l'Académie. Nommé second lieutenant d'infanterie, il passa les 11 années suivantes à enseigner les langues étrangères. Son aptitude naturelle prouva être aussi bénéfique pour la nation que sa décision de faire du militaire sa profession. Quand il n'était pas à l'académie, il enseignait dans les écoles militaires ou dans les bases d'Amérique et des Philippines. Cependant, l'histoire préparait l'une des premières crises majeures de ce siècle. Une conflagration mondiale. Dans ces flammes, le commandant américain fut sur le point d'être testé pour la première fois. Joseph Stilwell sera parmi ceux qui recevraient le baptême du feu. Promu provisoirement au rang de major, Stilwell débarqua en France en 1917 pendant le triste mois de décembre. Il travailla brièvement avec les services britanniques, puis, grâce à sa maîtrise de la langue française, il devint officier de liaison du 17e corps d'armée français. La guerre terminée, le colonel Stilwell partit servir dans l'armée d'occupation en Allemagne, où il restera jusqu'en juillet 1919. La prochaine mission mena Stilwell à Pékin, grâce à son don des langues, pour étudier et maîtriser le monde complexe des dialectes chinois. Sa femme et ses 3 enfants le rejoignent là-bas, et 2 autres enfants naîtront en Chine. Leur confortable maison reflétait le goût de Stilwell pour l'art oriental, et il était considéré comme un connaisseur. Selon son entourage chinois, le perspicace Stilwell agissait avec humanité à leur égard, ce qui nourrit une relation mutuelle respectueuse et chaleureuse. Plus tard, ces qualités l'aideront à forger des victoires militaires, mais en attendant, il servait son pays où qu'il soit en poste. Comment Stilwell a-t-il gagné son surnom de Joe Vinaigre? Plus tôt dans sa carrière, quelqu'un a dessiné une caricature peu flatteuse de Stilwell. Amusé, Stilwell fit des copies du dessin et l'envoya à ses amis. Le surnom de Joe Vinaigre est apparu grâce à un de ses correspondants. La mission suivante le conduisit à l'école d'entraînement de l'infanterie à Fort Benning. Parmi les camarades de classe, George Marshall et Omar Bradley, des noms qui seraient connus par tous quand la nation irait en guerre. Il continua ses études de commandement à l'école de Fort Leavenworth. Puis, une fois encore, il retourna en Chine comme attaché militaire à l'ambassade américaine à Beijing. Il sera témoin de la période au cours de laquelle les intérêts divergents du Japon et de la Chine conduiront à une succession d'incidents qui mèneront inévitablement à la guerre. Les forces armées japonaises étaient bien préparées.
Les instances politiques et militaires au pouvoir avaient longuement anticipé ce jour. La stratégie était de décimer la Chine, de la détruire province par province. L'armée de l'air du pays du soleil levant se focalisait à détruire la volonté de résistance de la Chine. Le courage des Chinois s'est avéré insuffisant contre l'efficacité des forces militaires de l'ennemi. Le colonel Joseph Stilwell fut sur place en observateur. Il devint convaincu que le soldat chinois était un combattant et un leader de premier ordre. Chiang Kai-shek, le commandant capable de préserver l'unité chinoise, était maintenant forcé de se retirer à l'intérieur de la ville de Chongqing, où il cherchait désespérément à solliciter l'aide des autres nations. La sympathie des Américains s'est encore renforcée quand un navire américain fut coulé par les bombardiers japonais dans les eaux chinoises. Au début, l'aide à la Chine arriva sous la forme de jeunes Américains agissant comme citoyens privés pour proposer leurs services. Un groupe en particulier, les Tigres volants, devint célèbre quand il causa beaucoup de pertes à l'armée de l'air japonaise. Les armées chinoises commencèrent à recevoir les armes et les équipements des Alliés. Le Japon, mécontent que la Chine reçoive cet approvisionnement, bloqua ou occupa systématiquement les unes après les autres les villes portuaires chinoises. En fait, les Japonais construisirent un mur autour de la Chine. Pendant que la situation en Chine empirait, Stilwell, désormais général-major, fut nommé au Présidio de Californie comme commandant du 3e corps d'armée. Étape par étape, l'histoire mettait en scène un drame à l'échelle mondiale dans lequel Joseph Stilwell allait jouer un rôle héroïque. Une fois de plus, Stilwell fut envoyé en Chine comme chef d'état-major auprès du général Chiang Kai-shek pour prendre le commandement en son nom des 5e et 6e armées chinoises. Avec ce nouveau poste, Stilwell recevra sa 3e étoile. Les défenses chinoises avaient besoin d'être renforcées et maintenues jusqu'à l'arrivée des Alliés pour partir à l'offensive. Mais les Alliés étaient occupés sur d'autres théâtres de guerre. La première mission du général Stilwell fut de protéger la Birmanie, qui offrait la seule route pour passer du matériel en Chine. La Birmanie, qui accueillit Stilwell, avait cessé d'être un paradis de chansons et de fiction romantique. Elle était devenue un champ de bataille. Ensemble, le général Stilwell, ses soldats chinois et des troupes britanniques, françaises et hollandaises combattirent vaillamment, mais leurs efforts furent vains. Le rouleau compresseur japonais avançait. Il provoqua des défaites humiliantes pour les Alliés à travers le Pacifique et l'Asie du Sud-Est, et il traversa la Birmanie. Les frontières indiennes furent exposées aux attaques, et la dernière route terrestre pour la Chine, la route de Birmanie, fut coupée. Une fois de plus, le courage seul ne fut pas suffisant. Se replier devint une retraite pour les Alliés. La retraite fut un cauchemar. La vraie nature de Stilwell se révéla lors de cette épreuve. Refusant les conforts que son âge et son rang lui accordaient, il escorta personnellement 400 civils et infirmières birmanes, épuisés, vers la sécurité en Inde. Arrivé à New Delhi, il reconnut sa défaite et annonça sa détermination à rétablir la situation dans un discours devenu classique. Je constate que nous avons reçu de sacrés coups. Nous nous sommes fait éjecter de Birmanie et c'est très humiliant. Je pense qu'il faut découvrir pourquoi et retourner la reprendre. Voilà l'honnêteté, la droiture et la dure fibre morale qui caractérisaient cet homme. On vit souvent son chapeau et ses chemises aux manches abîmées par la campagne quand le travail de regroupement et d'entraînement commença. Stilwell et Chiang Kai-shek étaient en désaccord sur un certain nombre de décisions, mais aucune décision ne les divisa plus que l'alliance proposée par Stilwell entre Chiang et un autre leader. Lequel? Stilwell considérait que les troupes de Mao Tse-tung étaient meilleures que les nationalistes de Chiang et mit en place des opérations combinées impliquant que les deux bords travaillent en harmonie.
La tâche de livrer le matériel à la Chine assiégée s'est heurtée au petit nombre d'avions de transport disponibles du commandement allié. Forcés à travailler 24 heures sur 24, les transports emportaient également les hommes nécessaires au retour en Birmanie. Lors d'une de ces opérations, 14 000 hommes de troupes furent transportés sans perte ni problème. Les avions nécessaires à l'entraînement de milliers d'aviateurs et d'unités chinoises destinés à poursuivre la guerre aérienne contre l'ennemi furent aussi limités en nombre. Les Tigres volants devinrent partie intégrante des forces de combat sous le commandement du général Claire Chennault. Joseph Stilwell fixa un autre but à ses hommes, en apparence impossible, forger une nouvelle route, la route de l'Edo, à travers un terrain hostile et en contournant la route coupée de Birmanie. Des machines modernes et des hommes expérimentés furent fournis pour dégager la route vers l'Inde. Côté chinois, ce fut une autre histoire. C'est au prix d'efforts acharnés et avec des outils primitifs que le travail a pu être mené à son terme. Des hommes, des femmes et même des enfants se sont jetés corps et âme dans cette tâche herculéenne. Le Chinois, connaissant les enjeux, avait répondu à l'appel. Lors de la conférence du commandement allié à Québec, l'autorisation d'une aide plus importante et l'organisation d'un nouveau commandement en Asie du Sud furent accordées. L'amiral britannique, Lord Louis Mountbatten, fut nommé commandant suprême et le lieutenant-général Joseph Stilwell, son adjoint. Soudainement, les rumeurs d'opérations inconnues du monde extérieur capturèrent l'imagination. L'augmentation de l'aide en matériel, même si elle fut appréciée, fut une lourde tâche pour le transport aérien. Les avions de tout type furent utilisés. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'instruments de vol modernes, rendant imprévisibles les missions précaires en cas de mauvais temps. Leurs plans de vol les amenèrent au-dessus des zones montagneuses inexplorées et dangereuses. Le stock accumulé pour la bataille à venir s'agrandit. Tout était mis en œuvre pour régler de vieux comptes. Même un premier spectacle était prévu. La puissance aérienne était le prélude à l'attaque. Les combattants et les nouveaux bombardiers arrivèrent en nombre croissant pour soutenir l'assaut. Le jour était arrivé. Des hommes de Chine, de tout le Commonwealth britannique, d'Inde, de Birmanie et d'Afrique, des hommes de toutes les races et toutes les langues étaient en marche. Intégré aussi dans l'armée polyglotte du général Stilwell, un grand nombre d'unités américaines. Parmi eux se trouvaient les troupes du général Frank Merrell, des combattants expérimentés de la scène du Pacifique. Connus sous le nom de maraudeurs de Merrell, ils marqueront l'histoire. En 2 ans de préparation, le général Stilwell avait construit une machine à battre l'ennemi à son propre jeu. Une guerre de jungle et de montagne. Même si de lourdes pertes furent infligées par des armes de guerre modernes, les plus grandes pertes furent causées par la malaria, la dysenterie, l'hépatite et d'autres maladies tropicales. Ici, les effets de l'ennemi et des maladies étaient aussi dévastateurs que sur n'importe quel autre théâtre de guerre. Pour les hommes, l'opération en Birmanie n'était pas qu'un prélude à une attaque finale. Les provisions devaient être souvent larguées par avion aux hommes situés dans les poches isolées. Si le largage dans la jungle ou dans les canyons tortueux et profonds ratait sa cible d'une centaine de mètres, cela pouvait aussi bien être d'une centaine de kilomètres. Malgré les difficultés, Stilwell alla partout avec ses soldats. Pour les millions d'hommes qui ont servi sous ses ordres, il s'appelait Oncle Joe, l'homme le plus gentil et le plus modeste du monde. Son franc-parler lui a aussi valu le surnom de Joe Vinaigre. Sans doute les soldats lui donnaient-ils d'autres noms salés. Sans doute aussi, Joseph Stilwell en riait en privé. Le terme « soldat des soldats » est certainement surfait, mais Joseph Stilwell donna une vraie signification à ce terme en partageant les difficultés et les dangers avec ses hommes. Il incarnait une capacité unique à commander le respect et l'obéissance, tout en inspirant l'affection. Aucun autre groupe n'avait autant de sentiments pour le général et l'homme que les troupes chinoises sous ses ordres. Ce n'est pas un secret que le général Sir, comme il le nommait, a constamment célébré leur courage et les a soutenus face à sa hiérarchie.
Les Chinois lui rendirent cette loyauté par une suite de victoires sur le terrain. Ailleurs, dans le sud de la Birmanie, les fleuves Salween et Irrawaddy font à nouveau la une des journaux. Mais cette fois, ce sont des scènes de liesse avec un ennemi qui cède de plus en plus de terrain birman, devant les forces alliées commandées par les Britanniques. Au nord et au sud, la situation était la même. L'humiliation du passé s'effaçait. 2 ans après cette retraite, le général, âgé de 61 ans, constata que le calendrier de la victoire arriverait dans les délais. Son anniversaire fut apprécié comme un répit bienvenu des corvées quotidiennes. Ce fut également une réunion familiale avec l'arrivée de son fils, le colonel Joseph Stilwell Jr. Aussi agréable soit-il, ces interludes étaient rares et espacés dans le temps. La guerre au nord et au sud atteignit son apogée. L'ennemi savait très bien que chaque kilomètre de terrain perdu au nord de la Birmanie représentait 1 kilomètre de plus entre l'Inde et la Chine. Sous le commandement de Stilwell, la route de l'Edo progressait. Sur les talons des combattants se trouvaient les équipes qui traçaient la route, souvent sous la menace de l'ennemi. La terre elle-même résistait à leurs efforts. La jungle repoussait et réclamait sa terre afin d'anéantir en 2 semaines le travail que ni l'ennemi ni le climat n'avaient pu arrêter. Contre l'ennemi, il y avait toujours un fusil à côté de soi. Pour combattre la terre, toutes les armes, de la hache jusqu'aux explosifs, furent déployées. Quelle célèbre route possède une portion portant le nom de Stilwell? La route de Birmanie, qui est devenue une artère entre la Birmanie et la Chine après que les Japonais aient fermé tous les ports capables d'accueillir les ravitaillements alliés pour ralentir les forces chinoises entre 1942 et 1944. C'est une partie de cette route qui porte son nom. Plus le général Stilwell avançait, plus l'ennemi reculait, plus la piste de mule devint une route. Avec plus de sécurité, les ingénieurs agrandirent la route pour les camions. Quand les travaux touchaient à leur fin, on entendait de moins en moins la phrase dérisoire « route impossible ». La route s'étendait à travers des plateaux couverts de jungle. Elle reliait des fleuves sauvages depuis la nuit des temps. Elle parcourait des montagnes, réduisant l'écart entre l'Inde et la Chine. Puis vint le grand jour, le jour où le premier convoi a pu parcourir la distance de 1670 km. L'ennemi avait été repoussé du nord-est de la Birmanie et la route était libre. Compte tenu des difficultés rencontrées lors du tracé de cette route sinueuse interminable, la phrase du colonel américain, au début du projet, sonnait juste quand il disait « Il n'est pas nécessaire d'être fou pour faire ce travail, mais ça aide ». Avec l'arrivée du premier convoi à Kunming, une goutte d'eau par rapport à ce qui allait suivre, la route de l'Edo devint une réalité. Elle fut renommée la Stilwell Road en l'honneur de l'homme qui survécut à la défaite militaire et à l'opposition politique et qui surmonta d'impossibles probabilités. 4 mois plus tard, le commandement allié annonça une victoire totale en Birmanie. Mais où était l'homme qui avait construit la route et forgé la victoire? Les marées et contre-courants des événements l'avaient porté loin de cet endroit où il aurait pu connaître son heure de gloire. Décoré d'une 4e étoile, le général Stilwell rentra aux États-Unis, puis partit aussitôt dans le Pacifique pour une tournée des fronts de bataille et des installations. Il fut commandant de la 10e armée pendant quelques mois, puis fut nommé général en chef à Okinawa. Mais quelle que soit la mission, l'histoire de Stilwell resta la même. Il était toujours le modeste, le franc oncle Joe, le général avec peu de patience pour la suffisance et la prétention. Il était toujours l'américain type, un maigre qui ressemblait un peu à la figure emblématique d'oncle Sam. Plus important, il était toujours Joseph Stilwell, le général qui comprenait les hommes du rang et qui avait un talent particulier pour gagner leur affection. La fin de l'été 1945 vit la fin de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire.
Le 2 septembre, à bord du navire de guerre Missouri, le général Douglas MacArthur soumettra les termes de la reddition à l'ennemi vaincu. L'agonie d'un monde torturé arriva à sa fin. La paix arriva avec la victoire et avec l'honneur. Une fois de plus, il fut nommé au Presidio de Californie, mais cette fois, comme prélude à une retraite bien méritée. Sa famille et sa maison se trouvaient à Carmel, où il songeait à passer les riches années à venir. Mais un nouvel ennemi frappa, un ennemi de l'intérieur qui ne pouvait pas être vaincu. Le 12 octobre 1946, après une courte maladie, l'homme de grand cœur Joseph Stilwell mourut. De sa propre volonté, il n'y eut pas de cérémonie. Ses cendres furent dispersées sur l'océan Pacifique, les vagues jouant le long des rives de Carmel. Aujourd'hui à West Point, le vieux chapeau et les vieilles bottes de combat du général sont des souvenirs vénérés. Un portrait est aussi exposé montrant sa carrière au service de son pays. Joseph Stilwell représente pour les hommes de West Point un exemple et une inspiration à la grandeur. Un homme remarquable, une vie remarquable. Joseph Stilwell, un héros. February 1943, Impel, India. A motley group of British, Gurkha, and Burmese soldiers set off on what their leader has described to them as a great adventure. While there are certainly no rules governing when and where war can be taken to the enemy, there are generally accepted lines that mark what is considered the front. These men, known as the Chindits, are about to cross those lines and strike at the enemy where he least expects it. Led by the eccentric Indian-born Colonel Lord Wingate, the Chindits cross into Burma to fight as a guerrilla force, disrupt Japanese supply routes, and strike targets of opportunity. Although they have trained for months, the operation was almost canceled at the last moment by British commanders. Initially, it was intended as a precursor to a massed British strike into Burma. With the cancellation of those plans, British commanders informed Wingate that his part in it was also canceled. Wingate, however, successfully argued that the guerrilla tactics he had developed could still be useful in disrupting Japanese operations, and was given permission to proceed. Wingate knows that this is an unorthodox style of warfare, and therefore he adopts an unorthodox style of command. Standard military protocol is abandoned. The men grow beards, their uniforms grow shabby, and saluting is left to those fighting on their own side of the enemy's lines. This failure to observe traditional military regulations does not mean there is a lack of discipline. Wingate places tremendous demands on his men. Their very survival means staying one step ahead of the Japanese, and they are therefore compelled to keep moving even when physically exhausted.
Although they are relatively few in number, the Chindits are causing the Japanese real headaches. The thick Burmese jungle restricts Japanese supply operations to a few vital routes which are vulnerable to attack, a weakness Wingate is quick to exploit. Vital bridges on the Mandalay-Myitkyina Railroad are destroyed, causing a major disruption in the movement of supplies and troops to the front. After striking the enemy, the Chindits quickly retreat to the dense Burmese jungle that offers them protection from the ever-present Japanese scout planes. They move as long as daylight permits, putting as much distance as possible between them and their Japanese pursuers. Isolated and alone, Wingate and his men are totally dependent on airdrops for supplies. C-47s deliver ammunition, K-rations, medicine, and anything else they need to fight and survive in the treacherous jungles of Burma. The men quickly retrieve and distribute the supplies and are on the move again. Fighting this type of war requires a special breed of man. They must be resourceful, bold, and resilient. With each success, they not only disrupt enemy operations, they deny him a sense of security that he would normally enjoy this far behind his own lines. For the Japanese, the Chindits are becoming increasingly troublesome. Beyond the logistical problems created by the destruction of key bridges and roads, morale in the theater is beginning to suffer. The soldiers of the Imperial Army, used to fighting a conventional war, are now faced with an elusive enemy that strikes when least expected with devastating results, and then disappears. Wingate is elated. His confidence in his men and in his tactics has been vindicated. His operation, which was almost canceled, has met with astounding success. It has been, in many ways, the most effective campaign yet waged by the Allies in Burma.